Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir pour cette réunion d'information sur la communauté de communes. Merci, monsieur le maire, merci, cher Sylvain, de nous mettre une nouvelle fois à disposition cette magnifique salle de la Passerelle. Et merci à vous tous, évidemment, d'avoir répondu à notre invitation. La communauté de communes n'est pas la collectivité la plus connue du grand public, loin s'en faut. Et régulièrement, des questions sont posées, des questions toutes simples, allant du « mais qu'est-ce que la communauté de communes ? Qu'est-ce que la CDC ?» comme nous disons nous couramment. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses actions? Quels sont ses projets? Nous avons la commune, nous avons le département, nous avons la région. Faut-il vraiment une strate supplémentaire? Ou autre question, ce fameux millefeuille territorial n'est-il pas suffisamment épais? Eh bien, ce soir, en 45 minutes, avec les 3 vice-présidents qui m'accompagnent, nous allons répondre à toutes ces questions, vous présenter la communauté de communes, ses missions, ses projets, et vous montrer l'importance de cette collectivité dans le fonctionnement, dans la construction d'un territoire de vie. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Jean-Pierre Servant, je suis président de la communauté de communes, je suis aussi maire de la commune de la Ronde, et parallèlement à ces fonctions d'élu, je suis professeur au lycée Paul Guérin à Niort, où j'enseigne la physique en classe de BTS. Depuis un peu plus de 25 ans, les communes, petit à petit, lentement mais sûrement, intègrent les intercommunalités. Et aujourd'hui, les 35 400 communes de France appartiennent toutes à une communauté de communes ou d'agglomérations, selon la taille, à une intercommunalité. Et il y en a d'ailleurs précisément en ce moment 1263. Alors dans quel but? Pourquoi cette intercommunalité? La commune est et doit rester la collectivité de base, la cellule de base, la collectivité de proximité et doit gérer toutes les affaires de proximité. Premier exemple tout simple, les écoles. C'est la commune qui gère le fonctionnement, les agrandissements ou les constructions des écoles primaires ou maternelles. C'est aussi la commune qui s'occupe des équipements dits communs. Par exemple, puisqu'on est dans cette belle salle de la Passerelle, c'est la commune d'Andilly qui a construit cette belle salle de la Passerelle. C'est aussi la commune d'Andilly, mais je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient là il y a maintenant une semaine et demie, qui a réalisé l'espace socio-culturel que votre maire, que votre municipalité, avec nous, avons inauguré l'autre samedi. La commune s'occupe, alors puisque je parle des équipements, là je parle de ces 2 salles, mais évidemment aussi tout ce qui va être mairie, tout ce qui va être église, etc. C'est aussi la commune qui s'occupe de l'aménagement des centres-bourgs. L'aménagement qui a été fait à Andilly a été réalisé par la commune, qui s'occupe aussi de la petite voirie ou de façon plus générale des préoccupations quotidiennes de nos habitants, et vous savez qu'elles sont assez importantes. Donc voilà un petit peu quel est le rôle de la commune. Mais d'autres missions nécessitent un périmètre plus large de réflexion et de réalisation. Premier exemple, le développement économique. Chaque commune ne doit pas construire sa zone d'activité. Vous allez me dire, c'est évident. Oui, c'est évident. On n'a pas besoin, ni le besoin, ni les moyens d'avoir une zone d'activité dans chaque commune. Et il faut donc une réflexion qui soit menée à une échelle plus large pour regarder l'intérêt de cette zone d'économie et puis évidemment le bon lieu d'implantation. Même chose pour des équipements sportifs un peu plus importants, type gymnase. Là aussi, évidemment, pas besoin de gymnase partout. Ou bien, puisqu'on est en Andilly, dans le domaine de la petite enfance, les crèches. Vous savez qu'on a quelques crèches sur notre territoire. On a 4 crèches sur le territoire, dont une qui est de l'autre côté. Eh bien, pour ces équipements de petite enfance, c'est la communauté de communes qui porte, puisque, comme je vous dis, on n'en a pas besoin dans toutes les communes. On a besoin de cet espace de coordination, de solidarité, pour un développement cohérent, un développement équilibré de notre territoire. Je disais donc que toutes les communes aujourd'hui appartiennent à une intercommunalité. La nôtre s'appelle Aunis Atlantique. Elle est née en 2014 de la fusion de 2 ex-communautés, communauté du Pays Marandais, communauté de communes du Pays Marandais, côté ouest de notre territoire, et communauté de communes du canton de Courson,
côté est. Elle s'étend de Charon à l'ouest jusqu'à Cran-Chaban à l'est. Elle compte 20 communes et à peu près 29 000 habitants aujourd'hui. Au fil du temps, de nouvelles missions ont été confiées aux intercommunalités. La dernière en date est une mission importante qu'on appelle, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qu'on appelle la GEMAPI, qui consiste principalement, pas que, mais principalement, à protéger nos populations contre d'éventuelles nouvelles grosses tempêtes type Xynthia. Très grosse responsabilité pour la collectivité, très lourde mission. Donc petit à petit, comme ça, des missions qui ont donc été données à notre territoire. En 2014, juste après mon élection, j'ai souhaité que nous travaillions avec méthode et concertation. Et donc j'ai proposé aux élus que nous réalisions avec les forces vives du territoire une feuille de route, notre projet de territoire pour les 5 ans à venir. Nous avons validé ce projet de territoire en octobre 2015, il y a donc un petit peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, un petit peu plus de 2 ans après cette validation, nous avons réalisé 60% des actions qui étaient inscrites dans ce projet, 63 actions d'inscrites, 37 de réalisées aujourd'hui, ce qui fait près de 60%, donc 60% des actions de réalisées. Les premières actions ont été des actions de fondation, le socle du projet. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième phase, qu'on appelle la phase opérationnelle, la phase des constructions. Et c'est pour ça qu'il nous semblait nécessaire de vous réunir ce soir pour à la fois, évidemment, vous expliquer ce qu'est l'intercommunalité, mais aussi vous présenter nos projets, les projets de Nice Atlantique pour les années à venir. Mais avant de détailler ces projets avec les 3 vice-présidents qui m'accompagnent, je vous propose de regarder une petite vidéo de présentation de Nice Atlantique. Située entre les agglomérations de La Rochelle et de Niort, la communauté de communes Nice Atlantique compte près de 30 000 habitants. Elle réunit 20 communes au nord de la Charente-Maritime, dont 19 appartiennent au parc naturel régional du Marais Poitevin. L'eau est très présente grâce à la Sèvre niortaise. De nombreux canaux et rivières sillonnent aussi le territoire, avant de se jeter dans l'anse de l'Aiguillon. La forêt de Benon, massif forestier de 132 hectares, est un autre atout majeur du territoire. Protéger le cadre de vie et le patrimoine naturel est l'une des priorités de la communauté de communes. Elle s'engage pour l'éducation à l'environnement et la connaissance du Marais. La qualité de vie en Nice Atlantique se conjugue également au rythme des villages. Une proximité de plus en plus recherchée comme un mode de vie alternatif aux grandes agglomérations. Cette attractivité se traduit par les plus fortes hausses démographiques du département. Andilly, Villedoux et Saint-Ouen ont vu leur population augmenter de 40% ces 10 dernières années. L'âge moyen est de 38 ans, soit la population la plus jeune du département. Si 5500 emplois existent en Nice Atlantique, les habitants travaillent en majorité sur les agglomérations voisines. Les déplacements domicile-travail et la forte dépendance des habitants à la voiture placent la problématique de la mobilité au cœur des préoccupations de la communauté de communes. La ligne TER, reliant La Rochelle à Nantes, ne s'arrête plus en Nice Atlantique. 2 axes routiers majeurs permettent la circulation. La voie rapide La Rochelle-Niort et la D137 qui rejoint Maran. Ces voies de circulation influencent fortement l'installation des populations et contribuent à la naissance de nouveaux pôles émergents. Bien, donc comme il vient d'être dit, notre territoire est attractif, il séduit. Nous avons la plus forte hausse démographique du département, 14% d'augmentation ces 5 dernières années, quand la moyenne départementale est à 3,3%. Ou bien un autre exemple qui a été donné ici, si on prend le pôle Andilly, Villedoux, Saint-Ouen, Longève, 40% d'augmentation ces 7 dernières années. Ces évolutions ont des impacts forts sur notre territoire. Nos communes se transforment, des quartiers résidentiels apparaissent.
quartiers résidentiels qui apparaissent principalement à l'approche de l'agglomération de La Rochelle ou bien le long de la 4 voies qui relie La Rochelle à Niort. Nous, notre rôle d'élu est évidemment d'accompagner ces évolutions, évidemment de ne pas être bloqué par certains documents qui quelquefois nous gênent, mais d'accompagner ces évolutions, mais aussi de fixer les grandes orientations pour que notre territoire, des orientations d'équilibre, d'organisation, pour que notre territoire ait un développement cohérent. Ces réflexions-là, évidemment, doivent être vues avec une vision globale et à une échelle, un périmètre qui ne doit pas être uniquement le périmètre administratif, mais qui doit aussi être le bassin de vie et d'emploi. C'est pourquoi il est très important que nous renforcions nos liens avec l'agglomération rochelaise. C'est vrai que les territoires, évidemment, sont complètement différents. Agglomération, territoire plus rural de notre côté, complètement différents, mais deux territoires qui sont indissociables et qui sont complémentaires. C'est pourquoi, avec l'agglomération rochelaise, mais aussi avec l'autre communauté de communes d'Aunis, qu'on appelle Aunis Sud, qui est construit autour de Surgères et d'Aigrefeuille, nous élaborons actuellement un schéma de cohérence territoriale qu'on appelle un SCOT, qui va fixer les grandes orientations d'équilibre et d'organisation dans différents domaines tels que l'urbanisme, le développement économique ou l'environnement. Un exemple tout simple, parce que c'est vrai que le SCOT, quelquefois, n'est pas parlant. Un exemple tout simple, les logements. Ce schéma de cohérence territoriale va donner le nombre maximum de logements que nous pourrons réaliser dans les 20 prochaines années. Il va fixer ce nombre maximum. Pour Aunis Atlantique, on devrait être de l'ordre de 200 logements par an. Donc va fixer ses limites de construction nouvelles, mais va aussi fixer les surfaces maximale pour les 20 prochaines années. Vous savez qu'il faut qu'on densifie davantage. Donc, va fixer les surfaces maximales pour à la fois le logement, l'urbanisme, mais aussi, évidemment, le développement économique. Pour autant, si je reviens à mes 200 logements par an, pour autant, ces 200 logements par an ne doivent pas être répartis également sur nos 20 communes, puisque toutes les communes n'ont pas les mêmes besoins. On a vu tout à l'heure où étaient les besoins. Donc, parallèlement à ce schéma, nous réalisons un plan local d'urbanisme intercommunal qu'on appelle le PLUI, un plan local d'urbanisme qui va fixer les règles par commune et qui se substituera au règlement d'urbanisme qui existe aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a besoin de cet espace qui est la CDC, cet espace de coordination, de solidarité aussi, parce que vous voyez bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas égalité dans les différents domaines et qu'il y a des partages différents à faire. Donc cet espace de coordination et donc de solidarité pour un développement cohérent, équilibré et stratégique du territoire. Je disais tout à l'heure, et la vidéo le disait aussi, que notre territoire était attractif, etc. Oui, mais malgré tout, il faut aussi le dire, on a quelques faiblesses. La première faiblesse est la carence d'emploi. On a simplement sur notre territoire 5400 emplois, c'est insuffisant. Je ne vais pas en parler plus puisqu'on parlera tout à l'heure un petit peu de nos travaux pour essayer de créer des emplois nouveaux sur le territoire. Donc carence d'emplois, 5400, c'est insuffisant. La deuxième faiblesse est liée à la première. Si nous avons la population, si nous avons la plus forte hausse démographique du département, nous avons aussi la population la plus jeune du département avec une moyenne d'âge de 38 ans. Population jeune, donc active, et qui, évidemment, active veut dire travail, et si on a carence d'emploi sur notre territoire, ça veut dire que cette population active travaille dans les agglomérations voisines et principalement dans l'agglomération de La Rochelle. On a donc énormément de déplacements sur notre territoire et les mobilités seront un enjeu fort de ces prochaines années. Avec les partenaires que sont le département et le conseil régional, on travaille pour renforcer l'offre de déplacement vers l'agglomération rochelaise, aussi bien au niveau routier qu'au niveau ferroviaire. Unanimement, on demande le contournement de Maran, et on demande aussi à ce que la halte ferroviaire de Maran soit réouverte. Et de façon générale, et je le disais, on demande un renforcement des transports collectifs vers La Rochelle. Mais, comme vous savez, ce sont des sujets qui sont assez complexes. Nous n'avons pas toutes les cartes en main, puisque évidemment, il y a d'autres partenaires. Nous n'avons pas toutes les cartes en main, mais sachez cependant que nous ne lâchons rien et que nous suivons de très très près ces dossiers. L'aménagement du territoire,
les transports, les mobilités sont donc au cœur de nos préoccupations. Mais pas seulement. Il y a d'autres sujets très importants. Le développement économique, la transition énergétique, le sport, la culture, l'action sociale, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse sont aussi des sujets très intéressants et de la compétence de la communauté de communes. C'est pourquoi ce soir, les 3 vice-présidents qui m'accompagnent vont vous présenter les axes forts de notre CDC que l'on a répartis en 3 volets, le développement économique, la transition énergétique et les mobilités et le vivre ensemble représenté qui représente plutôt toutes les autres compétences de la CDC. Mais avant de laisser les 3 vice-présidents présenter ces volets-là, je voulais quand même vous présenter les 6 vice-présidents qui m'accompagnent à la CDC. Le premier vice-président est excusé, n'a pas pu venir ce soir. C'est Denis Petit, notre conseiller départemental, maire de Saint-Jeanfle. Il est en charge de l'action sociale. Karine Dupraz, que vous connaissez bien ici, conseillère départementale, mais aussi adjointe à la commune d'Andilly-les-Marais. C'est vrai que je dis souvent Andilly, mais commune d'Andilly-les-Marais. Donc Karine est en charge à la CDC de la transition énergétique et des mobilités. Valérie Amimois, maire de Saint-Ouen, est en charge de la culture et du sport. Et Nadia Boireau, maire de Courson, est en charge de la petite enfance, jeunesse. Chez les hommes, il en reste 2. Roland Gallian, maire de la Grève-sur-Mignon, est en charge du développement économique. Et Jean-Marie Baudin, élu à Maran, est en charge de l'aménagement du territoire. Voilà, les 6 vice-présidents qui m'accompagnent et qui réalisent un travail assez exceptionnel à la CDC. Et donc, je laisse la parole aux 3 vice-présidents qui sont à mes côtés pour vous présenter, comme je vous ai dit, les volets, les différents axes forts de la collectivité. Merci Jean-Pierre. Je m'appelle Roland Gallian, j'habite à la Grève-sur-Mignon, donc aux confins du territoire à l'orée des Deux-Sèvres, petite commune maraîchine de 540 habitants dont j'ai l'honneur d'être le maire. Et je suis aussi le vice-président en charge du développement économique à Onis Atlantique. La communauté de communes est compétente en matière de développement économique. Au début 2017, en concertation avec les acteurs du territoire, les élus communautaires ont validé un schéma de développement économique. Ils tracent les actions à mener. Un petit conseil des micros, c'est ça? Excusez-moi, j'ai oublié le film. On va découvrir ensemble une petite bulle vidéo. Excusez-moi, j'étais pressé de vous parler. Alors, le film, Juliette, merci. La communauté de communes Onis Atlantique gère l'aménagement et le développement de 9 zones d'activité. À Villedoux, dans la zone des Cerisiers, elle propose par exemple à la location des ateliers relais. Des réserves foncières sont par ailleurs constituées afin de poursuivre l'accueil et encourager la croissance d'entreprises sur le territoire. À l'entrée de Maran, Onis Atlantique réhabilite la zone industrielle de la Pénissière qui abrite 6 entreprises dynamiques et pas moins de 130 salariés. Elle vient d'acquérir un bâtiment en friche qu'elle rénove pour pouvoir le proposer ensuite à la location et faciliter l'essor des entreprises implantées. La zone commerciale de l'Onis, située sur Ferrières et Saint-Sauveur, est en pleine expansion. Avec 20 commerces et services sur 6000 m², elle rayonne sur une aire de chalandise de plus de 40 000 habitants. L'équipe du service développement économique accompagne les porteurs de projets et les entreprises qui souhaitent s'implanter ou s'agrandir. Pour les mettre en réseau, Onis Atlantique s'appuie sur un large panel de partenaires comme le club d'entreprise UC2A ou la CCI. La communauté de communes encourage les circuits courts. Elle s'est engagée dans la construction d'un magasin fermier. Il permettra à une quarantaine de producteurs locaux de vendre leurs produits en direct aux consommateurs dès la rentrée 2018. L'attractivité d'Onis Atlantique, c'est aussi la qualité de son cadre de vie. La Sèvre niortaise, qui sera bientôt navigable. Les 2 véloroutes qui traversent le territoire.
ou encore le site de la briqueterie à la Grève-sur-Mignon sont autant de belles opportunités pour favoriser le tourisme. Bien, après cet oubli que vous m'avez déjà pardonné, je reprends donc les propos que je souhaitais vous tenir ce soir. Je vous disais qu'en début 2017, en concertation avec les acteurs locaux du territoire, les élus communautaires ont validé un schéma de développement économique. Ils tracent les actions claires à mener et les opérations à mettre en place pour dynamiser, booster notre développement. Après cette concertation, il a été clairement défini que l'identification, la signalisation, la requalification, l'optimisation foncière, la connexion et l'accompagnement des entreprises nous permettra de proposer des offres foncières immobilières de qualité face aux besoins croissants des entrepreneurs. Nous sommes entrés dans la phase opérationnelle, Jean-Pierre l'a dit, du schéma, et je vous propose de découvrir les actions phares que nous allons mener dans les 3 prochaines années. Alors, on en a vu déjà dans la petite bulle, et on va revenir dessus. Sur nos zones artisanales, ce qu'on appelle les ZEDA, des opérations de requalification ont démarré à Beauvallon, sur Saint-Sauveur. Elles seront poursuivies cette année et développées sur les autres zones. Luché, Andilly, Maran, Villedoux, Charon. 2 plans PA, permis d'aménager, seront mis en place cette année, un sur Beauvallon pour une valorisation d'une parcelle de 18 000 m² et l'autre sur Saint-François, à Saint-Sauveur. Enfin, un projet d'hôtel d'entreprise et de le petit patrimoine d'immobilier foncier sera étudié pour répondre à cette fameuse demande croissante. Sur notre zone industrielle, que vous connaissez bien ici, côté Maran, la Pénissière, Onis Atlantique investit dans une friche industrielle. On l'a vu tout à l'heure sur les images. Le bâtiment fait 3800 m². Une réflexion est amorcée sur son aménagement. Un autre bâtiment sur la zone de la Pénissière, propriété de la collectivité, la surface est égale à 1500 m², va être mis à disposition d'une entreprise sous forme de location ou location-vente, cela reste à déterminer, pour qu'elle puisse y installer une nouvelle unité de production de coques de bateaux. Si l'industrie nautique a beaucoup souffert, il semble que les feux repassent au vert, créant ainsi sur cette zone entre 30 et 40 emplois attendus. Le petite bulle vidéo vous l'a expliqué, plus de 130 emplois sont recensés sur cette zone, dans le domaine du nautisme, de la chaudronnerie, de l'agroalimentaire et du traitement de bois d'essence divers, un traitement industriel de bois d'essence divers. C'est donc la zone industrielle de Onis Atlantique. Sur nos ZACOM, alors ZACOM comprenait zone d'aménagement commercial, et plus particulièrement sur Ferrières-Saint-Sauveur. Un plan d'aménagement des accès est à l'étude et au débat avec les acteurs économiques locaux, c'est-à-dire les commerçants. L'objectif, il est créer des accès sécurisés et apaisés pour mieux vous y accueillir. Tout le monde le sait, cette zone est en pleine expansion. Notre objectif est de maîtriser les accès, de les sécuriser et de faire en sorte que tout se passe bien pour son développement. Les travaux seront engagés dès cette année, à partir de la dernière partie de l'année, c'est-à-dire septembre ou octobre. La construction du magasin fermier, toujours sur la même zone, vient de démarrer. C'est un projet piloté par Onis Atlantique, en concertation avec la Chambre d'agriculture, pour les jeunes agriculteurs du territoire, qui vont vous y proposer en direct leur production. Ainsi, produire, valoriser, consommer sur le territoire rentre bien dans la problématique du circuit court que nous soutenons. L'arrivée de la fibre optique, dont le déploiement est prévu de 2019 à 2021, permettra l'émergence de nouveaux emplois. C'est ce que l'on appelle plus communément les emplois de demain, les emplois technologiques. La communauté de communes Onis Atlantique s'inscrit pleinement
dans cette perspective de révolution digitale. Alors je fais un petit aparté sur mon petit discours, on le voit tous les jours, la dématérialisation va s'accentuer, y compris dans l'économie. On le voit pour faire des cartes grises, tout un tas de papiers. Ça va arriver très vite. Et l'idée, c'est aussi que nos entreprises, que nos zones d'activité soient bien équipées. C'est la raison pour laquelle nous développerons cette année sur Maran, sur le port de Maran, un espace de coworking. Nous sommes en train de faire l'acquisition d'un bâtiment que les Marandais connaissent bien, qui sont les bâtiments, les anciens bâtiments bureaux de l'entreprise Soufflé sur le port de Maran. Nous allons aménager ce bâtiment et y créer un espace de travail dédié et partagé. Ce concept de travail dans les espaces mutualisés favorise le développement de nouvelles structures économiques. L'objectif est d'y créer du lien et du réseau. Le développement touristique, un fort potentiel de notre économie à venir. C'est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide. Cette dynamique en fait le moteur essentiel de notre progrès économique. Aujourd'hui, il y avait un article dans le Sud-Ouest où on parlait de 140 000 emplois dans le tourisme sur la région. C'est énorme, c'est énorme. Il faudra cependant innover, créer une nouvelle offre touristique, diffuser une image positive, qualitative, digitalisée, connectée de notre territoire en s'appuyant sur nos sites existants, dont certains ont été cités, sur ceux à créer, tout autour de la Sèvre et de notre façade atlantique. Consolider et créer du lien, tisser des passerelles entre ces différents sites et raccorder la Vélodyssée et la Vélo Française, les deux véloroutes qui traversent notre territoire, à l'ensemble des structures du petit patrimoine bâti. Alors j'entends petit patrimoine bâti, des ponts, des passerelles, qu'il faudra rénover, mettre en valeur, continuer à soutenir les marchés de plein vent et faire en sorte que le tourisme puisse avoir une offre intéressante sur le territoire. Quand je vous parlais tout à l'heure de digitaliser, c'est d'avoir des applications aussi qui permettent aux gens de bien se déplacer sur le territoire et d'aller à la rencontre et à la visite des sites que nous leur proposerons. L'objectif est qu'ils découvrent les richesses de Nice Atlantique. C'est beaucoup de travail. Et la réussite de notre plan d'action repose sur notre capacité à mobiliser les acteurs économiques et nos partenaires du monde économique. Nous travaillons avec le club d'entreprise, UC2A, très actif sur le territoire. Nous travaillons également avec les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture. Nous travaillons également avec l'Université de La Rochelle et avec les services de la région Aquitaine. Notre objectif est clair, très clair, c'est de consolider, de conforter et de développer les emplois sur notre territoire. Il est également de préparer les emplois de demain, de faire en sorte que l'emploi se rapproche de notre habitat, de porter une attention toute particulière à deux segments de notre population qui souffrent de tensions au niveau de l'emploi. Je veux parler des jeunes et des femmes. Notre objectif est de faire que chacun puisse mieux vivre et mieux travailler en Nice Atlantique. Je vous propose ce soir, cher Jean-Pierre, chère Assemblée, de soutenir ce programme de développement, de se l'approprier, de le partager. Chacun y a sa place. Personne ne doit rester au bord du chemin. Et parce qu'au Nice Atlantique le vaut bien, je vous remercie par avance pour votre soutien et votre bienveillante attention. J'ai pas oublié. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Karine Dupraz, vice-présidente en charge de la transition énergétique et des mobilités. Je suis aussi conseillère départementale du canton. Et puis, bien, je suis élue d'Andilly-les-Marais. Je suis un petit peu la locale de l'étape. Je vous propose, dans un premier temps, de regarder en images le témoignage de deux de nos partenaires sur nos actions réalisées ou à venir en matière de transition énergétique. Le parc naturel régional du Marais Poitevin, c'est un vaste territoire qui s'étend de Niort à la baie de l'Aiguillon, qui est la seconde zone humide de France,
et qui est entre 2 régions et 3 départements. Le parc naturel régional, comme tous les parcs naturels régionaux de France, s'attache à accompagner les collectivités dans leur stratégie énergétique et environnementale et favorise les démarches comme celle de la communauté de communes Nice-Atlantique qui vise un objectif d'autonomie énergétique à l'horizon 2050. La région Nouvelle-Aquitaine avec l'ADEME ont lancé un appel à candidature TEPOS, donc Territoire à énergie positive, et le parc a aidé à accompagner la communauté de communes à rédiger l'appel à candidature TEPOS, ce qui a permis à la communauté de communes, qui a été lauréate donc, de cet appel à candidature, d'obtenir 180 000 €, permettant de financer des actions concrètes et de les animer aujourd'hui. Alors pour ça, au préalable, le parc avait financé un diagnostic énergétique réalisé par l'AREC, l'Agence régionale et d'évaluation environnement et climat. On peut voir aujourd'hui qu'en termes de consommation, la moitié de la consommation est liée au transport, ce qui est un peu logique parce que c'est lié au déplacement domicile-travail lié à la proximité avec La Rochelle, et également le résidentiel. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables est de 9 % aujourd'hui en regard de la consommation du territoire. C'est peu, mais on constate aussi que c'est essentiellement le bois énergie, donc il y a pas mal de possibilités. Et c'est en ce sens-là que maintenant la CDC va pouvoir mener des actions concrètes et ciblées en regard de ce diagnostic énergétique. Le rôle de l'agriculture, voire de la forêt dans la transition énergétique, pour nous, Chambre d'agriculture, elle est considérée comme pierre angulaire de la transition énergétique des territoires. Par 3 points. 1, faire des économies d'énergie, comme n'importe quel citoyen ou collectivité pourrait faire. 2e et 3e point qui sont plus spécifiques de l'agriculture et de la forêt, c'est 1, stocker du carbone aussi dans les sols et dans les arbres. Et 3e point, c'est produire des énergies renouvelables en grande quantité. Des exemples d'actions qui vont probablement être mises en place sur votre territoire dans un premier temps, ça peut être l'implantation d'unités de méthanisation bien réfléchies, ça pourra se traduire par une économie de concentrés distribués aux animaux, ça pourrait se traduire aussi par une économie de fertilisation azotée, ça peut être les bancs d'essai tracteurs. Cet outil permet de trouver le régime optimum de fonctionnement d'un tracteur, donc de consommer moins de carburant. Et deuxième chose, d'améliorer les réglages et donc de diminuer l'usure de ces tracteurs. Deuxième exemple d'action qui pourrait être mise en place, c'est plutôt sur le secteur des énergies renouvelables et du stockage de carbone, c'est valoriser énergétiquement vos haies. C'est-à-dire que vous avez des haies qui ont été plantées il y a 20-25 ans, et il est nécessaire maintenant de les entretenir en faisant du bois énergie, de la plaquette pour alimenter des chaudières bois, et de permettre un renouvellement et de nouveau de stocker du carbone dans ces éléments arborés. Donc plein d'autres actions à mettre en place, mais toujours en gardant comme objectif un partenariat gagnant-gagnant entre agriculteurs et collectivités. « 53% des consommations d'énergie sur notre territoire sont dues au transport. Et pourtant, nous sommes au cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin. Bien sûr, la mobilité est un enjeu essentiel pour le développement de notre territoire, tout comme le sont la préservation de notre environnement et la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. En tant que vice-présidente, j'ai la responsabilité de mettre en œuvre tous les moyens possibles et nécessaires pour réaliser la transition énergétique sur notre territoire. 2016 a été l'année du bilan énergétique. Le temps de l'action est venu. Le temps de l'action est venu par volonté. Nous avons répondu à 2 appels à projets, l'un de l'État, l'autre de la région. Nous avons été pour les 2 lauréats, ce qui nous permet d'obtenir des soutiens financiers et techniques. Le temps de l'action est venu aussi par obligation. L'État reconnaît aux intercommunalités la mission de mettre en œuvre la transition énergétique. Et c'est pourquoi Nice-Atlantique mettra en œuvre son plan climat, air, énergie territorial. Par notre volonté, par nos obligations, nous souhaitons atteindre un objectif ambitieux, être en 2050 un territoire à énergie positive. C'est un projet à long terme qui va nécessiter l'engagement de tous, élus,
techniciens, acteurs socio-économiques, associations et bien sûr les habitants. D'ores et déjà, nous avons mis en place un service au sein de la communauté de communes dédié à la transition énergétique. Alors, quelles sont ces actions concrètes? Le premier axe de nos actions vise à réduire la consommation d'énergie. Avec notre partenaire de la Chambre d'agriculture, nous allons informer et sensibiliser les agriculteurs pour qu'ils diminuent leur consommation d'énergie. Nous allons en avril lancer une vaste opération qui s'appelle Objectif Rénovation, qui va permettre à 2700 foyers de notre territoire d'être accompagnés pour un diagnostic, voire des travaux de rénovation de leur habitation, afin de lutter contre la précarité énergétique. Le deuxième axe de notre politique vise à mettre en place des mobilités alternatives. Notre président l'a dit, les petites capsules le disent aussi, c'est un enjeu majeur pour le développement de notre territoire. Nous souhaitons mettre en place des forums de covoiturage. Nous souhaitons continuer de financer les liaisons douces, projets communaux. Nous souhaitons mettre en œuvre des locations de vélos électriques. Et bien sûr, nous soutenons le projet de réouverture de la ligne TER Maran-La Rochelle. La communauté de communes a investi dans 4 véhicules électriques, 5 bornes de recharge, dont 2 à rechargement rapide, qui seront très prochainement disponibles au grand public à Maran et à Ferrières. Le troisième axe de notre politique vise à produire une énergie locale renouvelable autonome. Toujours avec notre partenaire de la Chambre d'agriculture, nous allons structurer la filière bois-énergie. Nous continuons de soutenir les communes qui souhaitent mettre en œuvre un schéma éolien. Nous soutiendrons les infrastructures touristiques qui souhaitent faire des aménagements solaires thermiques. Et puis, d'une manière plus générale, nous allons mettre en œuvre une étude afin de mesurer le potentiel énergétique de notre territoire et les sites éventuels d'implantation. Pour vous accompagner dans la transition énergétique, nous allons continuer à vous informer, notamment avec nos partenaires, l'espace Info Énergie et ses conférences itinérantes. Nous allons aussi continuer avec le défi énergie famille positive. Nous allons continuer à faire de Togon un grand pôle d'éducation à l'environnement. Enfin, avec notre partenaire Cyclades, nous continuons à valoriser et surtout à réduire les déchets. Je pense que vous l'avez compris, la transition énergétique est l'affaire de tous. C'est pourquoi, le 14 mars, le Conseil communautaire, à l'unanimité, a voté la création d'un comité consultatif citoyen. Ensemble, élus, acteurs socio-économiques, associations, habitants, nous allons réfléchir à des solutions pratiques, concrètes, réalistes et partagées. La transition énergétique est au cœur de notre projet parce qu'elle favorise la transition démocratique. Elle permet la démocratie et l'investissement participatif et elle permet aux citoyens d'être acteurs de son territoire. Si vous êtes intéressé par l'aventure, n'hésitez pas à venir échanger avec nous à la fin de la réunion publique. Je vous remercie. Bonjour à tous, Valérie Amimois, donc maire de Saint-Ouen-de-Nice et vice-présidente en charge du sport et de la culture. Ce soir, exceptionnellement, je vais élargir le champ un petit peu de tout ce dont je vais parler, puisqu'on va aborder le thème de vivre ensemble. On va voir des gens en images. Pour
Pour encourager la pratique sportive, la communauté de communes Aunis Atlantique développe des équipements. À Courson, elle gère le complexe sportif entièrement rénové en 2016. À Maran, un second gymnase ouvrira ses portes à la rentrée 2019. Elle propose aussi aux élèves de CM2 un cycle d'initiation à la voile sur la base nautique communautaire et finance des séances de natation scolaire pour 1200 élèves de CP et CE1. Toute l'année, les animateurs sportifs d'Aunis Atlantique encadrent des cours sur le temps scolaire. Pendant les vacances, le centre de loisirs Passeport Vacances propose des stages et séjours sportifs aux jeunes de 9 à 16 ans. Le service Petite Enfance épaule plus de 1000 familles dans la recherche d'un mode de garde pour les 0-3 ans. La communauté de communes gère 4 structures multi-accueil à Saint-Jean-de-Liversay, Andilly, Ferrières et Maran, et 2 relais assistants maternels à Andilly et Ferrières. Côté culture, Aunis Atlantique propose chaque année une dizaine de spectacles gratuits et accessibles à tous. Plusieurs temps forts ponctuent la programmation culturelle, dont le spectacle de la briqueterie à la Grève-sur-Mignon, labellisé site en scène par le département. La communauté de communes coordonne la réalisation du projet éducatif local et soutient les 16 structures d'accueil collectif pour mineurs. Aunis Atlantique soutient activement les 2 centres sociaux du territoire, à Courson, l'espace Mosaïque, et à Maran, le centre Les Pictons. Elle accompagne également différents réseaux collaboratifs œuvrant contre les violences conjugales et intrafamiliales, pour la santé mentale ou le soutien à la parentalité. Aunis Atlantique s'investit pour la construction de logements sociaux. Elle aide les familles en difficulté, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Elle gère un logement d'urgence destiné à accueillir les victimes de violences. 350 associations sont implantées en Aunis Atlantique. La communauté de communes met à leur disposition les gymnases communautaires, leur prête du matériel et des véhicules. Chaque année, elle organise le forum des associations qui leur permet de présenter leurs activités à la population. Elle attribue plus de 700 000 € de subventions par an aux associations sportives, sociales, culturelles ou éducatives pour financer leur fonctionnement ou des actions spécifiques. Aborder l'essence même de notre territoire. Quelle est notre richesse? La plus belle des richesses, eh bien c'est vous, vous habitants, et c'est pour vous que nous devons poursuivre les efforts dans le développement d'un territoire accessible et solidaire. Vous l'avez entendu, nous avons le territoire le plus jeune du département de Charente-Maritime. Donc il nous faut avoir une politique pour l'enfance et la jeunesse digne de ce nom, ambitieuse. Nous allons donc élaborer et coordonner le projet éducatif local. Vous l'avez entendu, c'est notre feuille de route élaborée pour 4 ans. Il mobilise tous les acteurs de l'éducation, avec des objectifs bien sûr communs, diagnostic partagé, mais aussi des mises en place d'actions de 2018 à 2022. Ce PEL élaboré, ce projet éducatif local, c'est simplement pour nous rapprocher encore davantage de vos besoins. Vivre ensemble, c'est se préoccuper, en tant que parents, de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Notre service petite enfance, pas moins de 30 professionnels, se consacre pleinement à aider les parents dans la recherche d'un mode de garde pour les 0-3 ans. Nous pouvons aussi les accueillir dans nos 4 structures d'accueil. Sachez que 110 familles, depuis la rentrée, ont ainsi choisi ce mode de garde. Mais ce n'est pas tout. Ce service accompagne aussi les parents dans les démarches administratives et surtout gère le relais d'assistants maternels. Puisque sur un autre mode de garde, les enfants peuvent avoir la possibilité, grâce au relais d'assistants maternels, d'avoir des actions collectives tout au long de l'année. Nous soutenons financièrement, pour les plus grands, les 16 centres de loisirs associatifs ou communaux et des structures comme la ludothèque, par exemple, à La Laigne. Voilà ce qu'est le vivre ensemble. Vous avez pu le voir, le vivre ensemble, c'est aussi le sport, bien évidemment. Alors le sport avec géré
par le service des sports, avec des actions sur le temps scolaire ou durant les vacances scolaires, ou le mercredi après-midi avec le baby sport. Mais c'est aussi et surtout grâce à toutes nos associations, nos très nombreuses associations sportives. Et nous pouvons dire que nous avons une offre aussi importante que sur les grandes villes. Alors le sport sur le temps scolaire ou de loisirs, le sport pour la pratique courante ou pour les compétitions, pour toutes les générations, c'est possible effectivement, vous l'avez vu, sur Onis Atlantique, puisque nous gérons aussi des structures importantes, 3 gymnases, bientôt un 4e à Maran, et puis une base nautique. 450 enfants ont été accueillis l'an passé pour une initiation à la voile. Le sport est l'un des maillons de la vie sociale. Et le vivre ensemble sur Onis Atlantique, c'est bien sûr aussi la vie sociale, le lien social. La communauté de communes, avec ses partenaires, entend rester attentive, bienveillante et réactive face à tous les problèmes d'exclusion ou de disqualification sociale. Nous soutenons les actions associatives en collaborant avec les agents des services sociaux du département. Vous l'avez vu, nous gérons aussi directement un logement d'urgence face aux violences, notamment violences conjugales. Nous avons fait le choix clair d'être à vos côtés. Nous avons la chance sur notre territoire d'avoir 2 centres sociaux qui animent un certain nombre d'actions, mais qui aussi œuvrent au quotidien avec plusieurs réseaux sur des thématiques comme la lutte contre la violence, comme la santé mentale. Ensemble, nous maintenons du lien. En 2017, il a été créé le Centre intercommunal d'action sociale. Il est temps de nous donner les moyens de la mise en œuvre de projets ambitieux, comme la création d'une épicerie solidaire, par exemple. La cohésion du territoire, elle passe également par la culture, et la culture pour tous. La culture pour tous, c'est un attachement du président et de l'ensemble des élus de la communauté de communes pour vous offrir des spectacles tout au long de l'année, gratuits. Et nous avons la chance, depuis 2015, d'avoir un premier spectacle labellisé par le département Site en scène. Souvenez-vous, nous avons vu notre géant d'osier. Cette année encore, il y aura un site en scène à la Grève-sur-Mignon, à la Briqueterie. Et les temps forts, les 6 temps forts de la programmation culturelle de cette année ont commencé. C'est cette semaine, ça bat son plein dans nos 4 crèches. Et samedi, ce sera à la médiathèque d'Anglier, pour tout le public. Nous terminerons en apothéose les 6 temps forts de la programmation culturelle par une grande fête pour fêter le centenaire de l'armistice. J'espère vous y voir nombreux pour rêver avec nous. Je souhaite terminer en saluant l'action des forces vives de notre territoire. Vous, j'ai commencé par vous, je termine par vous, tous les bénévoles qui œuvraient pour animer nos villages, vous tous qui donnez du temps sans compter, vous qui transmettez votre savoir-faire, et bien sûr aussi les partenaires et les professionnels avec lesquels nous tissons du lien basé sur la confiance. À vous tous, je dis merci. Bien, merci à vous 3. J'espère que nos différentes interventions vous ont permis de mieux comprendre ce qu'est Onis Atlantique, notre fonctionnement et nos projets. Alors d'ailleurs, notre objectif a été de vous aider à tout comprendre en 45 minutes. Je pense qu'au niveau des 45 minutes, normalement, on ne doit pas être mal. Par contre, évidemment, vous avez certainement des questions à nous poser sur ce qui vient d'être présenté ou d'autres sujets. Et nous sommes là, évidemment, pour y répondre. Allez, qui commence? C'est bon, le micro? Alors, je vous propose de vous présenter, même si nous on se connaît, mais vous présenter et puis évidemment de poser votre question. Je m'appelle Roland Denis, je suis habitant de Saint-Jean-de-Liversay. Je n'ai aucun rôle d'élu. Voilà, mais je m'intéresse toujours un petit peu, quoi. C'est bien beau tout ce que vous avez présenté, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du budget,
d'où tenez-vous votre budget et comment il est pour financer toutes les actions que vous avez énoncées, quoi. Alors le budget, comme vous savez, c'est la période des budgets pour les différentes collectivités. Nous avons voté le nôtre il y a peu de temps au dernier conseil communautaire. Alors le budget de la collectivité pour l'année 2018 est de 13 millions d'euros, 8 millions d'euros de fonctionnement et 5 millions d'euros d'investissement. D'où vient cet argent? Cet argent vient principalement des taxes, des impôts locaux. Puisque vous savez que quand on paye des impôts locaux, une part va à la commune, mais aussi une part à l'intercommunalité. Alors, sur les 8 millions de fonctionnement, parce que quand je dis qu'on a 5 millions d'investissements, c'est des investissements qui sont financés par des subventions de nos différents partenaires, que sont l'État, la région ou le département, et puis par ce qu'on appelle l'autofinancement, parce qu'on amène du budget de fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'où vient l'argent qui nous finance notre section, notre budget de fonctionnement. Donc principalement des impôts locaux. Sur le 8 millions, on a 5,5 millions qui proviennent des impôts locaux. On a 2 millions de dotations de l'État. Et ensuite, on a 500 000 qui vient de rentrées diverses. Mais les principales sources de financement sont l'État par les dotations pour notre section de financement et, comme je vous dis, par des subventions pour nos investissements. Budget de 13 millions d'euros pour l'année 2018. Et les impôts, bien Maurice, merci. Merci de rappeler que les impôts n'ont pas augmenté depuis 2014 et n'augmentent pas cette année. Donc pas d'augmentation des impôts du côté communauté de communes. Alors, du côté, puisqu'il y a pas mal de gens d'Andilly, du côté commune, je peux... Non, alors on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais du côté communauté de communes, il n'y a pas d'augmentation des impôts pour la 4e année consécutive. Sylvain, monsieur le maire, vous disiez? Et les taux les plus bas. Voilà. Donc Andilly a les taux les plus bas de la communauté de communes. Mais au niveau CDC, au niveau CDC, pas d'augmentation des impôts et il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts depuis 2014. Autre question? Oui, madame? Oui, enfin, voilà, il y a une dame là-bas, oui. Et aussi peut-être au premier rang, d'autres questions? Oui, bonjour, Elisabeth Garnier, Andilly. Vous avez parlé beaucoup de projets de zones commerciales. Il n'a pas été allusion de l'Intermarché de Andilly. Bon, alors, plein de bruit court. Et un des bruits serait que ça ne peut pas s'implanter parce que la CDC, la précédente, avait voté pas de commerce de bouche sur cette zone-là. Alors, d'une, est-ce réel? Et d'autre part, si c'est réel, ça doit durer combien de temps, cette décision? Bien. Donc, je vais essayer, parce que c'est un sujet complexe, je vais quand même essayer en quelques mots de vous expliquer un petit peu, de vous présenter la situation. Donc, effectivement, il y a un projet de transfert de l'Intermarché qui aujourd'hui est à Maran, dans la zone de Bel-Air, donc à l'entrée d'Andilly. Pour que ce projet puisse se réaliser, il faut un certain nombre d'acceptations, et notamment de certaines commissions départementales et nationales. La commission nationale a donné un avis défavorable. On était allé avec Sylvain Fagot, votre maire, défendre ce projet de transfert, mais la commission nationale à Paris a donné un avis défavorable. Pour quelle raison? Il y a effectivement quelques années, donc sur des études de 2010, 2011 et des validations en 2014, un document d'aménagement commercial n'avait pas écrit d'avis favorable pour ces implantations ici. Certes, ce document écrit ces choses-là, mais comme on a dit à plusieurs reprises, on a un territoire qui est en très très forte évolution, très rapide, et notre rôle d'élu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma petite présentation, est d'accompagner ces évolutions et donc de faire que ces projets puissent se réaliser. Mais ce document, effectivement, a un tableau qui dit pas de supermarché, pour faire simple, à Andilly. Donc aujourd'hui, même si on a eu cet avis défavorable de la commission, on continue à se battre avec Sylvain Fagot, avec votre maire, avec votre équipe municipale. On continue à se battre pour que ce projet puisse s'implanter ici. Et donc, on lance une modification de ce document pour que ce document ne l'interdise plus.
Alors évidemment, c'est un document administratif, cela va demander quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Mais quelques mois, hein, on va dire quelques mois. Mais on a lancé la modification. On me montre 6 mois, il va falloir quelques mois. Il va falloir quelques mois, mais on lance la modification de ce document pour que l'Inter puisse venir s'installer ici. Voilà la situation actuelle. Alors je sais évidemment que de leur côté, Intermarché aussi font le forcing en quelque sorte et s'interrogent sur d'éventuels nouveaux recours. Mais la situation est celle-ci. Nous, de notre côté, en tous les cas, on modifie ce document pour que ce soit possible. Voilà exactement où on en est. Oui ? Je voudrais, madame, ajouter juste un mot. Si ce document d'aménagement commercial est opposable, il avait été réalisé pour bien calibrer l'installation des commerces sur nos zones d'activité commerciale. L'objectif premier et très noble était de ne pas vider les centres-bourgs de leurs commerces dits de proximité, c'est-à-dire boulanger, boucher, etc. Et c'est très compliqué parce qu'au fond, on a à se battre sur 2 terrains. L'évasion commerciale alimentaire sur la zone principalement de La Rochelle. Moi, je connaissais très bien le secteur du canton de Courson. À l'époque, elle était estimée à 23 millions d'euros. C'est pas rien, hein. Les gens font principalement leurs courses près de leur lieu de travail. Le repositionnement et le transfert de l'Intermarché sur la zone d'Andilly permettait 2 choses. 1, probablement de sauver une entreprise qui est en difficulté, et 2, de reprendre une friche industrielle dont on ne sait pas très bien comment elle sera repositionnée sur le marché. Ce document d'aménagement commercial le bloque pour le moment. Voilà. Le président vient de vous dire qu'on y travaillait, mais le document d'aménagement commercial avait été fait aussi en essayant de respecter ce qui se fait dans les petites communes et notamment les petits commerces. Il y a une autre question ? Je veux juste ajouter que les maires et l'ensemble des élus des communes voisines, bien évidemment, soutiennent le projet d'Intermarché. Et une petite information, puisque nous étions avec le maire de Villedoux, François Venditosi, Patrick Blanchard, le maire de Longève, bien sûr votre maire, Sylvain Fagot, la semaine dernière, ensemble sur ce sujet, une information importante. Il s'agit d'un transfert de magasin et non pas d'une création. C'est l'élément essentiel. Et c'est un peu la loi et la manière dont on va pouvoir l'exprimer et la ressentir, enfin voilà, la défendre. François Venditosi a insisté sur ce terme. La création, effectivement, n'est pas possible, mais un transfert n'est pas impossible. Donc, effectivement, c'est l'appréciation de la commission, mais pour éviter tout souci, nous allons effectivement modifier ce document. Mais vous avez notre soutien parce que l'ensemble des habitants de nos 4 communes et bien au-delà, on a réellement besoin de ce service supplémentaire. Donc on l'attend et de pied ferme. Pour terminer avec Intermarché, on rencontrera la semaine prochaine les services économiques, les responsables du groupe Mousquetaire. Donc on continue à y travailler, bien entendu, et on a la même préoccupation que les habitants du côté ouest du territoire. Enfin, il n'y a pas que les gens d'Andilly qui sont concernés, puisque la zone de chalandise est beaucoup plus grande, mais on y travaille. Autre question ? Oui. Patrick Martin de Charon, ici. Oui, pardon. Simplement deux questions, enfin 2 informations que je souhaiterais aujourd'hui. D'abord, où en est la construction des digues ? Naturellement, étant charonnais, je suis très intéressé par ces digues. Et la deuxième question, où en est la Vélodyssée ou pseudo-Vélodyssée qui irait de Charon à Hénande, qui est peut-être liée aussi à la construction des digues. Mais bon, globalement, j'aimerais savoir où en est tous ces sujets importants de protection du littoral qui, me semble-t-il, peut-être pas d'actualité aujourd'hui, j'espère pas pour quelques années encore, mais encore, on a une faiblesse au niveau de la digue Nord, pour être très précis. Alors, au niveau donc des digues, alors je disais tout à l'heure que le sujet était complexe, hein, celui-ci aussi, hein, enfin tous nos sujets ne sont pas complexes, mais c'est vrai que vous savez évidemment que ce qui concerne cette protection par les digues de la population est un sujet assez difficile.
il est géré par ce qu'on appelle un PAPI, un programme d'action et de prévention des inondations. Un PAPI, donc pour notre territoire, a été validé il y a maintenant quelques temps, et un avenant a été signé par la CDC au dernier Conseil communautaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le programme de protection est validé. Il a été validé aussi par la commission mixte à Paris avant la fin d'année. Donc le programme est validé. Maintenant, évidemment, ce que vous attendez tous, c'est les travaux et cette fameuse digue nord. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez que dans un premier temps, donc, il y avait la digue de premier rang qui était prévue, puis ensuite, on a dit cette digue de premier rang n'est peut-être pas utile, peut-être que la second rang suffit, puis en fait, etc. Il y a quand même eu pas mal d'allées et venues et pas mal de discussions entre élus et l'État sur ce projet-là. Moi, les dernières nouvelles que j'en ai, c'est que normalement, maintenant, puisque tout est validé, ces fameux travaux devraient se faire, mais peut-être que Martine, qui est élue à Charron, pourra être plus précise que moi sur ces questions-là. Les travaux devraient se faire. Dans quel délai, ça par contre, je ne pourrais pas vous le dire, mais comme je vous dis, ce qui est une bonne nouvelle quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'accord de l'État pour réaliser cette fameuse digue nord de Charron que vous attendez tous et que notre territoire, que tout le monde attend sur le territoire. Mais peut-être que Martine, comme je dis, non, rien d'eux, puisque Martine Boutet, qui est parmi nous, qui est élue à Charron, mais peut-être pas qu'elle, pourrait confirmer ou compléter mes propos. Voilà. Alors la deuxième question était sur la Vélodyssée. Et puis donc la petite jonction. Voilà. Et donc Karine va vous répondre. La jonction, donc Charron et Nantes, le long de la côte. Donc pour votre question, la semaine dernière, j'étais donc en tant que conseillère départementale en commission mobilité. Il nous a été présenté le schéma départemental des liaisons douces avec une vraie volonté de la part du département de développer ce type de tourisme et de liaison. Et dans le tracé, en pointillé bleu, donc dans les projets à venir, a été clairement identifiée la liaison Charron et Nantes, dans la mesure où en effet c'est identifié comme étant un tronçon manquant de la Vélodyssée. Donc ça c'est très clairement identifié et c'est vraiment, ça fait partie des projets que le département souhaite mener assez rapidement. Je ne vais pas vous donner de date, mais qu'il souhaite mener puisqu'on est sur un schéma départemental 2018-2022, donc très rapidement, de manière à ce que ce tronçon soit réalisé. Donc il est très clairement identifié. Alors là, on ne nous a pas présenté jusqu'à ce point-là. Oui, les pointillés, on est... la carte n'était pas suffisamment précise pour pouvoir nous la donner. Mais c'est, en effet, ça a été présenté comme étant une des priorités où il fallait justement impérativement réaliser ce tronçon qui, en définitive, est manquant. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais l'état de nos routes sont quand même assez désastreux. Je sais que ce n'est pas de votre compétence CDC, mais est-ce que vous avez les moyens de faire bouger la compétence départementale, ne serait-ce qu'au niveau des traversées des villages, en particulier Charron, il y a 2 routes, c'est que des nids de poules pratiquement. Et puis, bon, d'autres communes aussi doivent se plaindre aussi. Bon, moi j'aimerais bien quand même que ça agisse un petit peu parce que je suis charronnais depuis 1994 et la rue des Groix n'a jamais été en réfection. Je vais aussitôt te redonner le micro, Karine, mais juste parce que les routes, c'est vrai que évidemment c'est un vrai sujet, mais vous redire, alors ce que je disais tout à l'heure un petit peu dans mon propos, il y a différentes, comme vous savez, il y a différentes catégories de routes. Et donc certaines sont communales, et donc évidemment l'entretien revient à la commune. D'autres sont départementales, et donc là visiblement, même si on est dans un village, on est sur une route départementale, donc certaines sont évidemment à l'extérieur des villages, mais aussi des traversées d'agglomération sont départementales. Et puis quand même, nous, CDC, on en a quelques-unes.
Alors, c'est des petites routes, hein, c'est les routes qui mènent principalement aux déchetteries, puisque les déchetteries sont, alors, certes, gérées par un syndicat qui s'appelle Cyclades, mais les routes qui y mènent sont intercommunales, hein, sont communautaires. Donc, la CDC a aussi quelques routes, mais les principales, évidemment, sont soit communales et donc à la charge de la commune, soit départementales. Et comme on a notre conseillère départementale à côté de nous, eh bien, elle va peut-être nous donner quelques nouvelles de ces réfections de routes départementales. Alors ça tombe très bien puisqu'actuellement nous sommes en session. Donc lundi matin, nous avons reçu une carte pour notre canton et puis pour notre département sur les travaux réalisés depuis le début de notre mandature et puis les travaux qui sont envisagés. Donc comme il y a souvent ce bruit qui court concernant le nord de la Charente-Maritime étant le parent pauvre, en définitive de la voirie, j'ai sorti ma calculatrice pour voir toutes les réalisations qui ont été faites. Depuis 2015, sur notre canton, c'est en définitive plus de 38 km de voiries qui ont été réalisées, hein, de voiries départementales, dans les bourgs. Et là, c'est généralement, enfin, c'est toujours avec une convention entre la commune et le département, puisqu'on est sur du cofinancement, hein, le département ne va pas tout amender. Et quand on regarde ces 38 km, eh bien, on se rend compte qu'en effet, le département, depuis 2015, a réalisé un certain nombre d'efforts, puisque nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne départementale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a d'autres projets qui sont en cours pour un certain nombre de communes. Alors, il y a la commune d'Andilly, il y a la commune de Saint-Jean-de-Liversay, il y a les communes de la Maran-Saint-Jean. Oui, Maran-Saint-Jean qui va être fermé aussi. Donc là, ça va être les travaux pour 2018. Et puis, alors, je n'ai plus, si j'avais su, je serais venue avec ma carte. Mais en revanche, moi, je suis tout à fait prête à ce que l'on prenne un rendez-vous ensemble et que l'on puisse en rediscuter avec notamment cette carte, si vous voulez avoir des éléments plus précis. Voilà. Ah, mais là, on est bien d'accord. C'est justement, on a suffisamment... ah oui, mais on est bien d'accord. Et c'est justement parce qu'il y avait cette idée que tout était fortement concentré sur Jonzac. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais justement, ce qu'il faut reconnaître, et c'est à notre président Doublet, qui à l'heure actuelle est à la tête de la commission voirie, il reprend les dossiers et il reprend les dossiers avec beaucoup plus de justesse et notamment il arrive à entendre ce que l'on peut dire notamment du côté du nord de la Charente-Maritime et c'est vrai que ça méritait d'être salué. Mais vous avez tout à fait raison sur le point, avec notamment, on ne reviendra pas sur les déviations et les ronds-points de Jonzac. Moi, je voudrais juste apporter un témoignage, monsieur. Deux choses. Hein, deux choses. Jean-Pierre Servant a parlé des compétences communautaires sur les voiries desservant les déchetteries. On est aussi, Jean-Pierre, c'est un petit oubli sur les zones d'activité. C'est de la compétence de la communauté de communes. Juste une petite expérience sur la petite commune de la Grève. On a monté un plan avec le conseil départemental en 2007 pour la traverse de Bourg. Alors la Grève, c'est pas très grand, mais le linéaire est assez important. Hein, c'est un village qui est étendu dans sa longueur. Aujourd'hui, la dernière phase de ces travaux, qui représente 1 300 000 €, se fera à la fin de cette année. Donc depuis 2007, c'est un travail permanent des élus du conseil municipal que de solliciter le département, que de se préparer à des cofinancements, parce qu'on intervient aussi sur des financements sur une partie trottoir, alors qu'avant la chaussée était prise en totalité. Aujourd'hui, elle est partagée en fonction du nombre d'habitants. Ce sont des travaux qui sont chers, mais pour lesquels c'est clair que ça prend beaucoup de temps et que si on ne les prépare pas en amont, eh bien les routes se dégradent. C'est très cher, mais c'est important. C'est important. Ouais. Alors, l'autre jour, et après, hein, donc évidemment, on répondra à la question de François Vanlitozzi. L'autre jour, effectivement, notre député nous a proposé de signer une motion qui disait, pour faire simple, qui demandait en fait au ministre des Transports, Elisabeth Borne, de réouvrir ce dossier d'alternative à la 831.
Pour répondre simplement, puisque effectivement, comme vous dites, les élus n'ont pas donné un avis favorable et donc n'ont pas souhaité signer cette motion, ce que les élus ont dit, c'est qu'ils souhaitaient, puisque quand on parle quand même de Maran, on parle aussi évidemment de Charon, on parle du pont du Brouf, il y a quand même derrière ce contournement de Maran, il y a quand même des sujets assez importants, et les élus ont dit on aimerait bien quand même se mettre tous autour de la table, mais nous, élus locaux, avec évidemment les personnes qui gèrent ce dossier, avant d'aller plus loin. C'est-à-dire, on ne veut pas simplement signer cette motion, on veut aussi un petit peu discuter, voir ce qu'il y a derrière, parce que le texte en fait était assez court, voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que demain on parle d'une voie qui sera payante ou qui sera gratuite? Que se passe-t-il du côté du pont du Bro, etc., etc. Que se passe-t-il du côté de Villedoux? Donc les élus ont dit, dans un premier temps, venez nous voir, on discute ensemble, et ensuite on signera évidemment. On est tout à fait favorable à ce que des travaux se fassent, mais pas en quelque sorte sous cette forme-là. Voilà un petit peu pour résumer ce que les élus ont dit l'autre soir, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure dans mes propos, à l'unanimité, nous souhaitons évidemment qu'il y ait un contournement à Maran et que ces travaux-là avancent. François Vanditozzi, maire de Villedoux. Oh, voilà, je t'ai présenté même du coup. Merci Monsieur le Président. J'aurais un propos liminaire et deux questions. Un propos liminaire, d'abord, vous remercier de la qualité de cette présentation, saluer le travail qui a été fait par vos équipes et en particulier l'équipe de communication. C'est important de rappeler qu'il y a une équipe derrière qui a préparé ce travail, aux côtés des vice-présidents qui ont été d'une grande clarté. Donc félicitations pour eux, s'il vous plaît, parce que c'est un travail remarquable et je pense qu'il est important de le saluer. On nous a trop souvent reproché de ne pas être de bons communicants et je pense que là-dessus, nous avons fait des progrès effectivement remarquables. Je poursuivrai mon propos liminaire en saluant la phase d'action dans laquelle nous sommes rentrés. J'ai été parmi ceux qui ont été particulièrement critiques sur une certaine inertie en début de mandat notamment. Et je tiens à saluer aujourd'hui la phase action dans laquelle notre communauté de communes, et je m'associe à cette démarche, s'est enfin mise au travail et que aujourd'hui nos populations peuvent réellement comprendre ce à quoi sert cette communauté de communes, en quoi elle est à leur service, au service de l'ensemble du territoire pour assurer son rayonnement et pour assurer un mieux vivre ensemble sur ce territoire de Nice-Atlantique. Merci Monsieur le Président pour ça. J'aurai deux questions et qui vont justement, mon esprit critique et souvent acerbe amène à ce genre de réflexion. Deux questions. La première, c'est que nous sommes effectivement le territoire le plus jeune et le plus prolixe de notre département. Par contre, nous sommes engagés dans une démarche qui s'appelle le PLUI. Or, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, et j'aimerais avoir votre lecture aujourd'hui, au vu des premiers échanges que vous avez pu avoir avec notre autorité de tutelle, vous n'êtes pas sans savoir que notre autorité de tutelle, l'État, va sûrement brider une partie de nos capacités à nous développer. Or, quand nous avons une population jeune qui rêve, comme beaucoup, d'acquérir la propriété, c'est compliqué aujourd'hui de leur faire comprendre que venir chez nous risque d'avoir quelques limites dans le temps, parce qu'il faut que nous soyons vertueux, que nous limitions la consommation de nos espaces agricoles et que l'urbanisation n'empiète pas sur ce territoire rural auquel nous sommes attachés. C'est ma première question, j'aimerais avoir votre position sur ce point. La deuxième, c'est que, j'en suis un peu surpris, mais je sais que vous allez me répondre, vous avez, Monsieur le Président, présenté une ONIS Atlantique qui est un des maillons de l'ONIS avec ONIS Sud. Et comme je me plais à le dire, l'ONIS aujourd'hui, c'est au milieu de rien ou au cœur de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez, comme moi, le courage de défendre le fait que nous sommes au cœur de tout, et en particulier d'un autre projet d'envergure qui, au moment où nous devons trouver notre place au sein de la grande région, et vous savez, puisque c'est la mission que vous m'avez confiée, que c'est difficile d'aller exister auprès de la grande région, eh bien, je voudrais que vous nous disiez un peu ce qu'il en est du projet métropolitain, c'est-à-dire cet espace qui regroupe normalement La Rochelle, Niort, Rochefort, Fontenay, et au cœur duquel nous nous trouvons et dont nous sommes la source de respiration, parce que je crois que notre avenir, il est là, et j'aimerais vous entendre sur ce point. Bien, donc deux questions. Je vais commencer par la deuxième, le pôle métropolitain. Alors, vous voyez, donc l'objectif de ce soir était de faire une présentation assez concise, assez courte, donc de 45 minutes. Et effectivement, dans mes propos, je n'ai pas parlé du pôle métropolitain. Et hier soir, comme vous savez aussi certainement, nous étions à Courson. Et à Courson,
dans les questions qui ont été posées, il y a eu cette question du pôle métropolitain. Donc, ce qui montre bien quand même que c'est un sujet important pour les populations. Et donc, évidemment, ce soir, je vais en dire un mot. Alors, comme disait François, donc, l'an dernier, nous avons décidé avec l'agglomération rochelaise-niortaise, avec l'agglomération de Rochefort et avec le Sud-Vendée, de réaliser un pôle métropolitain qu'on appelle le pôle Centre-Atlantique. Plusieurs objectifs. Tout d'abord, dans une période de réorganisation des collectivités et notamment d'apparition d'une très grande région qui s'appelle la région Nouvelle-Aquitaine, pour exister dans cette grande région où on voit déjà très régulièrement que les choses se passent et se décident à Bordeaux, pour exister dans cette grande région, évidemment, il faut qu'on se réunisse. Et ce pôle métropolitain est un territoire de projet, un territoire qui est situé entre Bordeaux et Nantes, qui a un sens, et c'est la première raison de notre union, en quelque sorte, pour créer ce pôle métropolitain. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit, puisque depuis un an, on se réunit assez régulièrement avec les maires de Niort, La Rochelle et puis les autres, Hervé Blanchet à Rochefort, on voit qu'on a des vrais sujets communs et des sujets importants de développement du territoire. Par exemple, et on en a bien parlé ce soir, les mobilités. Les mobilités, les transports, on voit que c'est... Alors, on parlait tout à l'heure de l'alternative à la 831. Évidemment, ça concerne le Sud-Vendée, ça concerne Rochefort, ça concerne l'agglomération rochelaise et ça concerne Nice. Donc, on a un sujet commun pour nous tous. Le ferroviaire aussi. Là, on va faire dans l'autre sens. On va faire le TGV Niort-La Rochelle. Et on voit que là aussi, avec les arrêts à Surgères qui sont compliqués, donc qui concernent Nice Sud, on a un vrai sujet commun à nous tous. Et puis évidemment, si on peut en prendre comme ça un certain nombre, tels que le développement économique, tels que le tourisme. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis 3 axes en place. L'axe transport, l'axe développement économique et l'axe touristique. Et je répète, parce qu'on voit clairement que notre grand territoire a des sujets communs, a des projets communs, et donc c'est une très bonne chose de s'être associé. Et puis, et le disait François, quand on regarde ce pôle métropolitain, eh bien, on voit que à l'ouest, La Rochelle, à l'est, Niort, au nord, le Sud-Vendée, au sud, Rochefort, au Nice Atlantique, et juste au cœur, et pile au milieu de ce pôle métropolitain. Donc évidemment, maintenant, si on regarde au niveau de notre territoire, c'est un pôle qui est très important parce que si demain des projets de grande envergure se faisaient à ce niveau-là, eh bien on a une situation géographique, stratégique, capitale. Ça, évidemment, on l'a bien compris. Les voisins aussi bien rochelais que niortais, l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'on a un vrai rôle à jouer dans ce pôle métropolitain. Donc, comme je vous dis, créé l'an dernier, aujourd'hui, des ateliers, 3 commissions, économique, transport et mobilité. On avance, mais vous vous doutez bien aussi qu'une échelle aussi importante à mener, à construire est compliquée, sachant qu'on ne veut pas créer une structure supplémentaire. Je parlais tout à l'heure dans mon introduction du fameux millefeuille territorial. On ne veut pas créer une couche supplémentaire, donc on travaille avec nos moyens. Sachez qu'au Nice Atlantique, avec au Nice Sud, c'est proposé pour améliorer la communication justement de ce pôle métropolitain, puisque comme le faisait remarquer aujourd'hui, on a un service compétent. Alors on a toujours eu un service compétent, mais aujourd'hui on a un service qui nous permet d'aider justement à la communication de ce pôle métropolitain. Et donc nous, on travaille sur cette facette-là. La première question était le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Je disais tout à l'heure dans mon intervention que très certainement, enfin en tous les cas c'est notre souhait, on va prendre le cas du logement par exemple, parce qu'on peut aussi parler de beaucoup de choses, des surfaces, etc. Mais au niveau du logement, ce qu'on va défendre, c'est d'avoir l'autorisation de construire 200 nouveaux logements par an sur Nice Atlantique. Si on regarde ces 5 dernières années, on est à 150. Donc là, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, vu le développement de nos territoires, on nous donne une autorisation pour aller un petit peu au-delà de ces 150 logements qu'on a eus ces dernières années. Ce n'est pas gagné parce que, vous savez aussi, moi je l'ai dit très rapidement et François l'a redit après, on nous demande de densifier, donc ça veut dire de réduire les surfaces, mais du coup aussi de réduire les logements à venir. Ce n'est pas gagné, on va devoir se battre pour que notre territoire puisse continuer son développement, que ce développement ne se fasse pas que dans les agglomérations. Il y a tout un travail à faire, notamment avec l'État. Et semaine prochaine, d'ailleurs avec François et d'autres élus, on rencontre l'État pour discuter de ces choses-là,
un vrai travail, comme je dis, qui va sans doute être assez long, assez compliqué, mais on se battra évidemment pour que notre territoire poursuive sa progression, poursuive son développement et qu'on ne soit pas bloqué par des règlements. Et on a vu tout à l'heure comment ces règlements pouvaient vraiment être problématiques pour le développement. Évidemment, je parle du commerce, pouvaient être problématiques pour nos territoires et pour vous, pour la population. D'autres questions ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, non, c'est bon. Eh bien, écoutez, alors, une nouvelle fois, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette présentation. François, féliciter le service communication. Moi, je voudrais en profiter pour féliciter tous nos services, puisque, comme vous voyez, il y a énormément de travail. On leur demande beaucoup pour que les choses se fassent vite. On veut toujours, nous élus, que les choses aillent très très vite. On demande beaucoup à nos services. Ils travaillent avec brio, avec compétence, avec dévouement. Donc merci à tous nos services de la CDC pour le travail qui est réalisé depuis quelques années et qui, comme vous avez vu, va se poursuivre et s'intensifier dans les prochains mois. Et puis ce que je vous propose, c'est évidemment de poursuivre peut-être ces discussions autour du verre de l'amitié ici. Et encore merci à vous pour votre présence.